Oui, alors c'est une particularité. D'habitude, on accorde un peu moins d'importance au suppléant, parce que le suppléant, il siège finalement quand le titulaire meurt, c'est pas ce qu'on souhaite, ou quand il est nommé ministre. Et c'était jamais arrivé jusque-là en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'on a un parlementaire potentiel, si Sonia gagne cette élection, qui continuera à siéger en tant que membre du gouvernement. Et donc c'est le suppléant, donc moi, qui siégerai au Sénat le temps qu'elle poursuive sa mission au sein du gouvernement. Alors d'abord, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut gagner ces élections sénatoriales. Une élection, elle n'est jamais gagnée. La spécificité de l'élection sénatoriale, c'est qu'on sait qui sont les 578 grands électeurs, donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et si Sonia gagne cette élection, si elle est élue sénatrice, elle pourra continuer à être membre du gouvernement, donc secrétaire d'État comme elle l'est aujourd'hui, et présidente de la province sud, et c'est son suppléant qui siégera au Sénat. La particularité en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on peut être membre du gouvernement et présider la province sud. Donc ça ne changera pas au niveau de la présidence de la province. Il pourra y avoir des changements, c'est-à-dire que moi je ne peux pas être vice-président et siéger au Sénat. Donc je devrais quitter mon poste de vice-président à la province. Mais encore une fois, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut d'abord gagner cette élection. Alors d'abord, on élit il y a deux postes de sénateurs. Et donc tous les grands électeurs vont pouvoir voter deux fois pour chacun des deux postes. Donc c'est important. On ne vote pas que pour un sénateur. Ensuite, nous, on est profondément, si j'ai accepté d'être suppléant de Sonia, c'est dans la logique qu'on développe depuis un certain nombre d'années avec Sonia, avec Nicolas Melsdorf, de l'unité des loyalistes. Un gros travail qu'on fait aujourd'hui avec le Rassemblement, avec Alcide Panga qui le préside et Virginie Ruffnac, parce qu'on considère que l'enjeu des élections sénatoriales, c'est de pouvoir mettre en place des sénateurs ou sénatrices qui vont préparer la sortie de l'accord de Nouméa, mais c'est également la première étape des élections provinciales qui arriveront derrière. Et notre priorité, ça doit être reprendre la majorité au sein du Congrès et au sein du gouvernement. Les Calédoniens ont dit 3 fois non à l'indépendance, et malgré tout, on a des indépendantistes qui nous appliquent au quotidien une politique d'indépendance, en quelque sorte. Et pour gagner cette majorité, il faut être unis l'année prochaine, il faut être unis en 2019. Donc pour répondre à votre question, on le fait dans un cadre, c'est-à-dire que nous, on considère qu'il y a deux grosses tendances non indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, les loyalistes qu'on représente et le Rassemblement, qu'aucun des deux ne peut gagner seul les élections sénatoriales, que l'un a besoin de l'autre pour gagner et l'inverse, et que s'il n'y a pas cette entente, il y a un risque fort que ce soit deux sénateurs indépendantistes qui soient élus. Je considère que faire élire deux sénateurs, pour une division de personnes, faire élire deux sénateurs indépendantistes, alors qu'on est dans les discussions de sortie de l'accord de Nouméa, ce serait un très mauvais message qu'on enverrait à Paris sur la volonté majoritaire des Calédoniens de rester dans la France. Donc ce qu'on a dit, c'est que au Rassemblement de définir quel est son candidat pour pouvoir modifier la Constitution. Vous savez que ça passe par, il faut un texte qui soit voté d'abord à l'Assemblée nationale et dans les mêmes termes au Sénat. Et que personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale, le groupe majoritaire n'est pas en majorité absolue, la majorité présidentielle, et au Sénat, c'est les LR qui sont majoritaires. Donc on a besoin de l'appui des LR. Donc on soutiendra le candidat qui a été désigné par les LR, et les LR vont désigner cette semaine Pierre Frogier. Donc c'est naturellement que dans cet objectif d'unité maximum des loyalistes, à la fois pour la sortie de l'accord de Nouméa et pour la préparation des élections provinciales l'année prochaine, qu'on a décidé de travailler, je dirais, main dans la main avec le Rassemblement. Il faut une liste commune dans le Sud. On a deux gros sujets. On a dégelé le corps électoral. Et ça passe par
l'Assemblée nationale, le Sénat, et après le mélange des deux, hein, c'est ce qu'on appelle le Congrès de Versailles, où les sénateurs et les députés doivent avoir une majorité de 3/5, donc, pour pouvoir modifier la Constitution et dégeler le corps électoral. Et après, c'est l'élection provinciale, c'est-à-dire le dégel du corps électoral. Ça ne va pas donner une majorité comme ça du jour au lendemain aux non-indépendantistes au Congrès. Non, pour avoir cette majorité, il faut éviter ce qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire les divisions dans le Nord et dans les îles, pour pouvoir avoir davantage d'élus au Congrès qui viennent de la province Nord et qui viennent de la province des îles pour retrouver notre majorité. Aujourd'hui, on est majoritaire en termes de voix, mais pas en termes d'élus, parce qu'il y a eu ces divisions. Donc il faut éviter ces divisions. Cette unité est essentielle, à la fois pour sortir de l'accord de Nouméa, mais également pour développer après les nouvelles institutions et puis mener une politique des 3 non à l'indépendance. C'est d'une même voix. Avec Sonia, on se connaît bien, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. On a commencé ensemble dans des organisations syndicales à la CGC, où j'étais son second. On a été ensemble dans le mouvement des jeunes du rassemblement. On a été élus ensemble, on a travaillé ensemble. Je suis à ses côtés aujourd'hui à la province. Si j'ai été choisi, c'est qu'on est complémentaires dans nos caractères. Moi, je suis plus la personne posée, plus la personne dynamique, mais on a, avec ces différences-là, les mêmes convictions, la même volonté pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on décide beaucoup de choses ensemble, on discute beaucoup ensemble. Donc, moi, je suis son suppléant, c'est elle qui est élue, et ce que je le ferai en son nom et sans aucune difficulté, parce qu'on a vraiment ce partage de valeurs et cette connaissance, cette amitié qu'on a créée depuis 20 ans. Mais c'est quelque chose qu'il faut continuer, c'est un dossier qu'il faut continuer à pousser. Il faut être beaucoup plus présent à l'ONU. Les indépendantistes le font depuis 1986, à une présence régulière. Pendant longtemps, l'ONU a été regardée de loin par le camp non indépendantiste, et pourtant la décolonisation et l'indépendance, ce sont deux choses différentes. On peut être décolonisé et ne pas être indépendant. Et c'est ce que nous, on porte comme message aujourd'hui. Ça fait partie des solutions politiques possibles onusiennes. Ils disent qu'après la décolonisation, soit on accède à l'indépendance, soit l'État associé, soit on est intégré dans un État indépendant, c'est-à-dire qu'on est intégré au sein de la République française. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, on a coché toutes les cases de la décolonisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un droit à l'autodétermination qui existe dans la Constitution française. À partir du moment où on veut rester français, on doit respecter la Constitution française. Et donc, ce travail doit être fait avec davantage d'approche, c'est-à-dire qu'il y a la séance où on intervient, on fait une déclaration de 4 minutes maximum, mais ce qui est surtout intéressant, c'est les discussions qu'on a après avec les différents interlocuteurs. Et ça, il faut continuer ce travail de réseau, continuer à expliquer les choses. Là, on leur a donné, par exemple, le document sur l'audit de la décolonisation en anglais, parce qu'ils n'avaient pas la version traduite en anglais, et ce qui leur permet d'appréhender tous les efforts qui ont été faits par l'État dans ce processus de décolonisation. On arrive aujourd'hui au bout de l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation. On a coché toutes les cases, donc à partir du moment où on aura finalement choisi notre avenir, c'est-à-dire l'après-accord de Nouméa, une fois qu'on aura ce nouveau cadre institutionnel, ces nouvelles institutions, on pourra considérer que les Calédoniens ont librement choisi leur avenir et qu'on pourra être décolonisé. Donc c'est à ce moment-là que l'ONU pourrait intervenir et prendre une décision. Mais c'est à la France de le demander, et c'est à nous d'aller faire ce travail auprès de chacun des membres de l'ONU. C'est un travail de réseau, mais comme les sénateurs à Paris, c'est un travail de réseau, c'est d'aller expliquer les choses, aller expliquer le contexte calédonien et ne pas laisser qu'une seule voix. En fait, bien trop souvent, on a laissé que la voix indépendantiste s'exprimer au niveau de l'ONU, dire sa propre vérité qui est assez éloignée de la réalité calédonienne. Donc il faut rappeler ces choses-là et être très factuel, leur expliquer comment les choses se passent en Nouvelle-Calédonie, et il y a une prise de conscience. Et pour être tout à fait honnête, moi, quand je suis arrivé à l'ONU, je m'attendais à avoir des interlocuteurs qui étaient
très positionnés favorablement au combat des indépendantistes. Et finalement, je me suis rendu compte que non, ils sont beaucoup plus neutres que je l'imaginais. Ils sont très sensibles aux arguments qui étaient les nôtres. Et ils nous ont demandé eux-mêmes, d'ailleurs, d'être plus présents, d'expliquer davantage le dossier calédonien. Donc il faudra le faire. Vous les avez invités, je crois aussi, à venir en Calédonie pour... Oui, pour la un présidente finalement. de C24, donc du comité de décolonisation, a exprimé son souhait de venir en Nouvelle-Calédonie. Moi, je crois que c'est très important de le faire, comme ça a été important d'avoir les observateurs de l'ONU lors des 3 référendums, qui ont pu constater qu'ils ont été faits en toute transparence et que le choix des Calédoniens, il n'a pas été orienté, qu'il a été libre. Mais c'est important que le comité de décolonisation vienne en Nouvelle-Calédonie, voit à quel point les Calédoniens sont libres de leur avenir. C'est eux qui décident ce qu'ils font de leurs ressources minières. C'est eux qui décident comment ils développent leur politique culturelle, que l'État n'utilise pas la force pour nous orienter en Nouvelle-Calédonie, qu'on est associé au choix diplomatique de la France dans la région. Donc c'est ça les critères onusiens de la décolonisation, et je considère que on doit être fier, au contraire, du travail qui a été fait. C'est 20 années, un peu plus, de l'accord de Nouméa et 10 des accords de Matignon qui nous ont amené un processus de décolonisation dont on est arrivé au bout et on peut être libre aujourd'hui en étant pleinement au sein de la République française. Une réussite. La méthode est une réussite parce qu'il a réussi à nous emmener tous les 3 autour de la table. Quand je dis les 3, c'est l'État et les indépendantistes et les non-indépendantistes. Alors même si ce n'était pas dans un format de trilatéral, ça a permis quand même de travailler sur 2 documents qui sont importants, l'audit de la décolonisation et le bilan de l'accord de Nouméa. Positif puisqu'il a obtenu que dans la prochaine séquence, on aurait des trilatérales, donc c'est-à-dire à l'invitation de la Première ministre, fin août, on se rejoindra, mais pour commencer à aller dans le dur du sujet. Positif parce qu'on a continué à travailler sur des points qui sont difficiles, qui peuvent être bloquants, c'est le dégel du corps électoral, où il y a eu, je dirais, une sorte de déclic de la part des indépendantistes qui ont en quelque sorte exprimé le fait que 10 ans glissants c'était acceptable pour eux. Bon, nous on rappelle qu'on est pour 3 ans glissants, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on a des positions qui commencent à se mettre en place, il y a des chemins qui peuvent à un moment se rencontrer. Et pour ça, il faut une méthode, et celle de Darmanin semble être la bonne aujourd'hui. Donc en ça, son déplacement était positif. Elle fait bouger les lignes. Nous, elle ne nous correspond pas parce qu'on considère que 7 ans, c'est trop lent. Les indépendantistes considèrent que 7 ans, c'est pas assez lent. Après, ça doit être un accord global. Il y a le corps électoral. Mais nous, notre demande, elle est d'aller au-delà. Ce qu'on veut, c'est revoir le fonctionnement des institutions calédoniennes. On est arrivé au bout du fonctionnement de notre gouvernement proportionnel et collégial. C'est le seul endroit dans le monde où dans le même gouvernement on met toutes les tendances politiques. Ça devient ingérable aujourd'hui. On a des compétences qu'on n'arrive pas à gérer en Nouvelle-Calédonie, qu'on ne devrait pas garder. Il y a des compétences qu'on devrait mieux répartir entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, et entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie. Il y a, au-delà du corps électoral, il y a une équité représentative des électeurs de province sud par rapport à ceux du nord et des îles. Donc il y a toutes ces choses-là à revoir qui concernent à la fois le cadre juridique de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel va évoluer un projet politique d'amélioration des conditions de vie des Calédoniens. Et donc tout ça, c'est pour nous un ensemble, et l'ensemble de ces choses-là doivent être abordées en trilatéral, et elles devront être après portées par nos parlementaires, que ce soit nos députés à l'Assemblée nationale et nos sénateurs, évidemment, au Sénat, quand il y aura la modification de la Constitution. Nous, on considère qu'on peut arriver à tout faire d'un coup. Il faut qu'il y ait une volonté qui soit partagée. Ça ne semble pas être le cas complètement aujourd'hui, avec des indépendantistes qui sont un peu figés et qui ont un discours qui est toujours le même. Soit ils ont la capacité d'évoluer dans les semaines qui viennent, et tant mieux, on avancera ensemble, parce que c'est quand même beaucoup plus
c'est beaucoup plus intéressant pour la Nouvelle-Calédonie qu'on avance tous ensemble, soit ce ne sera pas le cas, et on l'a dit, il n'y aura pas d'élection provinciale avec un corps tel qu'il est aujourd'hui. Donc on devra dégeler le corps électoral, et ce sera en quelque sorte une sorte de passage en force. Hein. C'est le président de la République qui prendra sa responsabilité, qui définira la durée de présence en Nouvelle-Calédonie nécessaire pour voter aux élections provinciales, et il y aura donc l'Assemblée nationale qui se réunira, le Sénat, et après les deux en même temps. Et là, le rôle des parlementaires va être crucial parce que la majorité, elle va se faire à quelques voix près. Donc il y aura un gros travail de lobby, d'explication, de pédagogie à faire à Paris. Non, on ne peut pas construire un pays en excluant une partie de la population. C'est pas on a eu une réunion technique la semaine dernière là-dessus. C'est pas qu'un dogme politique pour nous, c'est une vraie question de principe. Donc ce corps électoral, il doit permettre, dans une durée acceptable, que les gens puissent au bout d'un moment devenir calédoniens comme les autres. Vous ne pouvez pas payer des impôts votre premier jour de présence et attendre 25 ans pour devenir calédonien et choisir qui va utiliser vos impôts. Donc il y a des durées qui sont acceptables pour nous. On part 2-3 ans, c'est notre position de départ. Les indépendantistes 10 ans, et on verra comment tout ça évolue. Il faut être confiant, il faut être déterminé, c'est-à-dire que la confiance ne doit pas nous faire baisser la garde, il faut toujours être attentif. Mais nous, notre objectif, c'est d'avancer, comme je vous disais tout à l'heure. L'ambition qu'on partage avec Sonia, c'est d'avancer, c'est de cranter les choses, et c'est surtout à la fin du processus, ne pas être dans la situation que nous, on a vécu ces 20 dernières années avec une incertitude permanente sur la tête. Ce qu'on veut laisser à nos enfants, c'est un avenir, des perspectives, et que dans 20-30 ans, ils ne soient pas dans le même cas qu'aujourd'hui, se dire « mais qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques semaines ?» Donc ça, c'est important pour nous. Oui, ça permet de faire évoluer les choses. Il ne faut pas se figer sur une question oui ou non à l'indépendance. Le droit à l'autodétermination, il est inscrit dans la Constitution française pour tous les départements et territoires d'outre-mer. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est dans la Constitution. On ne va pas changer cette partie de la Constitution pour nous faire plaisir. Après, ce qu'il faut, c'est pas revenir tous les ans. On a eu 3 référendums en 4 ans. Ça a été terrible pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'aspect social, à l'aspect économique. Il y a 19 000 personnes qui ont quitté le territoire, essentiellement liées à cette incertitude-là. Donc il ne faut plus ça. Donc on peut se dire, ok, les indépendantistes, la notion d'indépendance, ils ne vont pas l'abandonner du jour au lendemain, il faut être pragmatique par rapport à ça. Et le droit à l'autodétermination, il doit pouvoir s'exprimer, mais pas tout de suite. Il faut bien une cinquantaine d'années de tranquillité pour pouvoir développer la Nouvelle-Calédonie. Et puis la question qui se posera dans 50 ans, ce sera peut-être pas oui ou non à l'indépendance, ce sera peut-être une autonomie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas à nous à le décider aujourd'hui. Ce qu'on doit décider, c'est de donner des perspectives.